Les îles éparses se prêtent idéalement à l'étude du blanchissement des coraux parce que ces territoires sont en fait affranchis de tout impact anthropique direct. Et en fait ces îles ne subissent que, entre guillemets, l'impact du réchauffement global et de la montée des océans. Dans le cadre du programme Récifs isolés 2, nous sommes partis 3 semaines au mois d'avril sur l'Osiris 2, un bâtiment des affaires maritimes. Dans tout le canal du Mozambique, cette mission elle tombait vraiment bien parce qu'on était pile dans le timing de l'épisode de blanchissement qu'il y a eu dans le sud-ouest océan Indien à cause de cette année El Niño. Donc ça nous a permis un petit peu de quantifier les taux de blanchissement sur chaque île éparse du canal. Nous avons eu l'occasion de faire une vingtaine de plongées sur les îles éparses et ainsi prendre 360 photos quadra, c'est-à-dire des photos d'1 mètre sur 1 mètre à l'aide d'un cadre en PVC. Et nous analysons ensuite ces photos sur CPCE qui nous place 30 points aléatoires sur ces photos. Nous analysons ces 30 points et ensuite nous estimons l'impact du blanchissement corallien. C'est difficile avant de se rendre sur place d'estimer le taux de blanchissement qu'il peut avoir. On a regardé un petit peu ce qui se passait autour, à Madagascar, à Mayotte. On a vu que le phénomène était assez conséquent, donc on y allait avec pas mal de crainte. Et malheureusement, les résultats montrent que 3 de ces îles ont quand même beaucoup souffert de ce blanchissement. Les îles les plus touchées étaient Juan de Nova, Glorieuse et Tromelin. Ce ne sont pas les coraux qui sont à l'intérieur des lagons qui sont les plus touchés, mais ceux qui sont sur la pente externe, généralement plus préservés par les courants marins, plus rafraîchis si on veut. Le fait que la température atteigne parfois 31 degrés de moyenne journalière, notamment sur Juan de Nova et parfois sur Glorieuse, est un indicateur d'un fort réchauffement climatique, d'un fort blanchissement corallien. Si les récifs coralliens blanchissent, mais surtout si les colonies coralliennes meurent, en fait elles n'assurent plus leur rôle de zone de nourrissage, zone de reproduction, zone de nurserie pour la plupart des espèces marines tropicales. Cette structure 3D accueille jusqu'à 25% de toute la biodiversité marine. De plus, l'État a une véritable responsabilité puisque les larves des coraux de ces îles se propagent aux autres récifs du canal du Mozambique. Si le blanchissement corallien devenait à être trop important dans les îles éparses, ce serait non seulement une catastrophe pour les îles, mais également pour l'entièreté de la région. Il y a totalement une possibilité de résilience. On espère justement que ce sera le cas, que les températures vont baisser un petit peu, ce qui va permettre aux oxantelles de recoloniser les coraux et ainsi permettre aux colonies de survivre à cet épisode de blanchissement. C'est toujours une chance de plonger dans les endroits où l'homme ne met jamais les palmes. Juan de Nova est par exemple connu pour ses requins, Europa pour ses poissons de grande taille et Glorieuse pour ses herbiers absolument incroyables. Malgré ces coraux blancs, plonger dans ces territoires isolés reste toujours une expérience inoubliable et ce qui nous permet aussi de rajouter des espèces aux listes qu'on tient. En ordre de grandeur, on a rajouté là en 3 missions, en une année, une vingtaine d'espèces sur nos listes qui n'avaient jamais été décrites dans les îles éparses. Comme ces territoires sont affranchis des autres impacts anthropiques directs, on peut espérer que ces colonies de coraux se remettent plutôt bien du blanchissement et c'est ce qu'on va essayer d'aller voir sur la grosse mission de fin d'année.